Vous vouliez commencer cette chronique avec un édito un peu malheureux puisqu'il s'agit de ce drame qui s'est déroulé à Saint-Omer avec l'incendie de l'église. Oui, l'addition ce matin est particulièrement salée. Nous avons effectivement une énième église qui est partie en fumée en France. Sur la dernière année, une quarantaine d'églises est partie en fumée dans l'indifférence générale. Vous savez, quand une tranche de jambon est jetée contre une mosquée, les éditoriaux s'ouvrent le matin sur le nécessaire sursaut de la République face au retour de la bête immonde. On appelle à chanter en boucle le chant des partisans. La gauche se drape des habituels habits du carnaval antifasciste. Là, rien. Et c'est cette indifférence-là qui est très surprenante. Alors vous allez me dire, c'est un fait divers, mais on a le droit à la même chose en ce qui concerne les crimes venant de certaines immigrations. C'est toujours des faits divers. Tout ce qui concerne la France, tout ce qui attaque la France, tout ce qui blesse la France, est toujours minimisé. Il est toujours altéré. Il est toujours écrasé pour ne pas que les Français pleurent leur propre malheur. Vous savez, l'exemple de ces églises qui flambent, l'exemple majeur a été l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame. Et au moment de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame, comme d'ailleurs dans une moindre mesure au moment de l'incendie de l'église de l'Immaculée Conception à Saint-Omer, les yeux des Français, quelle que soit leur confession, sont toujours embués de larmes. Il y a là des larmes qui nous renvoient au temps des cathédrales. À la différence, c'est qu'au temps des cathédrales, on en construisait et on les défendait. Aujourd'hui, la France a abdiqué, les Français ont capitulé devant un système national inique dont l'objectif haineux est d'effacer nos racines et de détruire notre histoire, d'araser notre culture. Le profil de l'incendiaire de la cathédrale de l'église Saint-Omer est également intéressant. Figurez-vous que l'extrême gauche et la diversité islamisée s'étaient bruyamment réjouis dans un premier temps de voir qu'il s'appelait Joël Vigouroux, qu'il était blanc et français. Les mêmes qui habituellement ne pipent mot sur l'origine des criminels et des délinquants en disant « faut pas faire d'amalgame, vous êtes des racistes si vous pointez l'origine ». Là, bizarrement, comme il était blanc et français, c'était open bar au racisme, à la stigmatisation et au fait d'attiser la haine. Bon. Cela étant, quand on a découvert un peu plus avant le profil de l'incendiaire, l'extrême gauche et la diversité islamisée ont marqué le plus gigantesque CSC, comme disent les jeunes, contre son camp de ces derniers temps. Pourquoi ? Parce qu'il s'avère que l'incendiaire est un antifa, quelqu'un qui a plutôt une allégeance d'extrême gauche, qui est pro-palestinien et qui est un admirateur de l'islam. En tout cas, c'est ce qui ressort des différents posts sur les réseaux sociaux et notamment sur sa page Facebook. Joël Vigouroux, de son nom, a été condamné 25 fois. Et la dernière fois, en 2021, où il a été libéré de prison pour les mêmes faits, le jour même, il a récidivé. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays pour être enfermé et ne plus en sortir ? Donc, si vous voulez, le problème de ce profil, c'est que c'est l'archétype, finalement, du nouveau français, ou du nouveau bipède, puisqu'on n'a plus le droit de dire français, que veut faire émerger le système antinational. Joël Vigouroux est l'enfant monstrueux d'un système négateur de l'identité nationale dont le seul objectif a été de créer un désert identitaire en France et d'une immigration massive et incontrôlée de peuples qui, eux, arrivent avec leur identité et leur culture et qu'ils n'entendent certainement pas effacer. Et bien au contraire, le désert identitaire que le système dirigeant impose, eh bien, opère un effet rebond
chez les autres peuples qui finalement se radicalisent en quelque sorte dans leur identité d'origine. Donc tout ça pour dire que ce qui se passe entre les églises qui effectivement brûlent et les églises qu'on détruit volontairement, souvenez-vous de cette église en Mayenne, Saint-Corneille et Saint-Cyprien de la Braconnière, il fallait 7 millions d'euros pour la sauver. Mais quand on donne évidemment des milliards à l'Ukraine et des centaines de millions à l'Afrique du Sud, on n'a plus les moyens de réparer notre patrimoine. Les églises, en France, et encore une fois, pas seulement pour les chrétiens, c'est l'âme de la France. Or, dans une société anomique, dans une société où l'âme est perçue comme dangereuse parce que la seule chose au fond qu'on veut, c'est de créer un cheptel de consommateurs désincarnés, déshumanisés et désidentifiés, eh bien, raser les églises permet l'émergence d'un marché où les gens sont interchangeables, où les gens n'ont plus aucune verticalité, où tout ce qui compte, c'est de mourir pour son iPhone. Je pense que, si vous voulez, il y a une inhibition qui a été inoculée aux Français de manière générale et aux catholiques encore pire, pour ne pas pleurer leur propre malheur ou leur propre douleur. Pleurer l'incendie d'une église, pleurer le meurtre atroce de la petite Lola, pleurer le meurtre atroce de Thomas à Romans-sur-Isère, pleurer avec Harmonie Comines la mort de son défunt époux Éric Comines, tout ça, ce sont des douleurs d'extrême droite. Ce sont des malheurs fascistes que l'on n'a pas le droit de pleurer. Vous êtes autorisé à pleurer à chaudes larmes Naël, les Traoré, l'incendie d'une mosquée, ça oui, ça c'est open bar pour vous lamenter, vous frapper la poitrine et battre votre coulpe. Non seulement la pleurer, et en même temps en profiter pour ajouter une louche de haine de la France, puisque évidemment, c'est la France qui est à la base de la haine qui a entraîné la mort de Naël et la mort de Traoré, etc. Donc, moi j'invite aujourd'hui les Français et les catholiques à reprendre possession, je dirais, de leur propre douleur, parce que quand on n'est pas capable de prendre possession de quelque chose qui spontanément nous affecte, comment voulez-vous reprendre en main et présider aux destinées de votre avenir ? Si vous n'êtes pas capable, humainement, de vous mettre en colère contre une douleur qui vous frappe, contre un malheur qui vous frappe, contre une attaque identitaire qui vous frappe, vous n'êtes plus personne, en fait. Vous n'êtes plus rien. Donc, le premier symbole d'un réveil identitaire, c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est pas du tout de défiler avec les torches et les bruits de bottes dans la rue. Le premier symbole d'un réveil identitaire, c'est de pousser un cri de colère contre ce qui arrive à la France. Que ce soit ce qui arrive aux Français, comme ce qui arrive à notre patrimoine, qui fait partie de nous-mêmes, qui est une émanation de nous-mêmes et de notre histoire et de notre culture. Si nous ne pleurons pas ça, qui va le pleurer à notre place ? Si nous ne défendons pas nos racines chrétiennes, si nous ne défendons pas nos églises, si nous ne défendons pas nos enfants, qui va le faire à notre place ? D'accord ? Donc, il ne faut pas s'étonner ensuite que ces actes se multiplient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de cran d'arrêt dans n'importe quel pays au monde, allez voir au Maroc et essayez de brûler une mosquée au Maroc, vous allez voir la réaction. Et ils ont raison. Ils ont raison. Les peuples qui se respectent et qui respectent leur identité sont des peuples qui réagissent aux attaques contre leur identité. Un peuple qui ne réagit pas aux attaques contre son identité n'est en réalité plus un peuple. Et c'est précisément ça que le système antinational recherche. C'est de briser les reins de notre identité nationale afin que nous devenions un désert identitaire dans lequel les ronces alter-identitaires les plus radicales puissent pousser et étouffer encore plus la végétation nationale. Les fameux slogans dont parlait Liselotte il y a un instant, à savoir les « vous n'aurez pas ma haine », les nounours, les bisous, bisous, c'est uniquement réservé aux Français. On ne les a pas entendus dire « vous n'aurez pas ma haine »
quand à la suite de la mort de Naël, les quartiers de nos France se sont embrasés, ont tout pillé, tout détruit, tout incendié et ont blessé, parfois grièvement, 1200 policiers et gendarmes. Où étaient les mots d'ordre « vous n'aurez pas ma haine » et les bisous bisous? Ces gens-là n'ont pas respecté ça. Ces gens-là ont estimé que par solidarité communautaire, par solidarité religieuse, par solidarité de quartier, pour défendre la mort de Naël contre ce qu'ils estiment être une France ennemie, ou en tout cas le représentant d'une France haïe, ils ont tout brûlé. Pour autant, c'est pas ce que vous nous enjoignez à faire, évidemment. Bien sûr que non. Mais je veux dire, je ne vois pas comment on peut, dans un cas, justifier, comme toute la gauche l'a fait à l'époque, les éruptions les plus incandescentes et les plus volcaniques de toutes les autres identités qui sont sur notre territoire, et le jour où l'identité nationale ose exprimer un « ça suffit », on vous traite de fasciste. C'est quand même pas normal. Aujourd'hui, il n'y a pas un fascisme qui serait accolé à l'identité nationale, il y a plusieurs petits fascismes qui attaquent l'identité nationale et contre lesquels nous avons non pas un pouvoir gaullien, mais nous avons des néo-vichistes qui non seulement ne contrecarrent pas ces fascismes alter-identitaires, c'est d'ailleurs le sens du mot wokiste. Qu'est-ce que c'est le wokisme? Le wokisme, c'est le réveil de toutes les alter-identités possibles et imaginables, à condition que... et la lutte contre l'identité nationale. C'est-à-dire que sur le cadavre fumant de l'identité nationale, on encourage et on jette de l'huile sur le feu pour que toutes les autres identités flambent. Les identités religieuses, islamiques notamment, les identités de genre, les identités, etc., les habitudes alimentaires, les véganes, etc. Tout ça a le droit de se réveiller et de s'exacerber de la manière la plus radicale et la plus fanatique possible, c'est admis. Jusqu'à la propagande LGBT pour nos gosses. Ça, c'est open bar. Mais par contre, aller parler de la France et faire des cours sur la France et sur l'identité nationale française et ce qui constitue la France dans nos écoles, là, on va vous dire, attendez, vous êtes pétiniste. Pour les actes antichrétiens, effectivement, il n'y a pas le même émoi que, par exemple, pour les actes antisémites. Mon but n'est pas de comparer, mais quand même. Non, bien sûr, mais vous savez, parce que, encore une fois, je pense que nos élites dirigeantes et nos élites journalistiques et nos élites intellectuelles, si tant est qu'on puisse continuer à les appeler les élites, moi je les appellerais plutôt les zélotes, font métier de s'émouvoir de tout ce qui ne nous ressemble pas. C'est-à-dire que si vous pleurez les vôtres, ou même des causes qui ressemblent aux vôtres, on est déjà dans le fascisme, là, même quand c'est pas vous. Je vais vous donner un exemple simple. Au moment de Daesh et du génocide des chrétiens d'Orient, en Irak et en Syrie, et du génocide des Yazidis. On a beaucoup entendu parler des Yazidis, à juste titre, parce qu'ils ont fait l'objet d'un génocide, mais bizarrement, les mêmes ne parlaient que très peu des chrétiens d'Orient. Kouchner, à l'époque, n'avait que le mot Yazidi à la bouche. Il ne parlait pas des chrétiens d'Orient. Ben, vous vous rendez compte, les chrétiens d'Orient, ça nous ressemble trop. Ça ressemble trop au catholicisme français. Donc on ne veut surtout pas avoir l'air de s'intéresser à ce qui nous ressemble. Regardez comment fonctionnent les musulmans. La Oumma islamique, les musulmans, se sentent toujours beaucoup plus concernés par ce qui arrive à leurs coreligionnaires que par ce qui arrive aux autres. Les musulmans vont se sortir concernés par les Ouïghours, dont ils ne savent même pas où ils sont dans la plupart du temps, et ce qu'ils subissent, mais ils ne vont pas se sentir concernés par ce qui arrive, par exemple, je sais pas moi, aux chrétiens d'Orient, par exemple, qui sont pourtant dans le monde arabo-musulman. Eh bien pourquoi charité bien ordonnée commence par soi. Le système n'a qu'une seule idée en tête, c'est de se perpétuer et de se pérenniser à tout prix. À tout prix. Je rappelle de manière systémique que c'est le même système idéologique qui nous gouverne depuis maintenant 45 ans. Quels que soient les gens qui l'ont représenté au niveau où ils l'ont représenté, c'est toujours le même vecteur idéologique qui gouverne la France. C'est un vecteur sans frontiériste, anti-souveraineté, anti-identité, et dont j'avais dit que le mot d'ordre, en tout cas la veine jugulaire, était la haine de la France. Voilà. Donc, vous savez, c'est aussi à cause du Rassemblement national lui-même. Le Rassemblement national a commis tellement de renoncements à des choses dans lesquelles il croyait que finalement, il a presque donné aussi un certain nombre de signes, à tort, au système qu'il pouvait encore aller plus loin.
C'est-à-dire que quand on prétend que l'islam est désormais compatible avec la République, qu'on ne va plus sortir de la CEDH, que tout le progressisme sociétal, finalement, ça ne nous pose pas de problème, la GPA, la PMA, etc., ça a servi au RN à gagner des parts de marché politique, mais du coup, ça envoie aussi des signaux au système en disant peut-être que si on les tire un peu plus, ils peuvent carrément se retourner et être des nôtres. Je ne comprends pas comment les gens qui font métier de défendre l'état de droit, qu'est-ce que c'est l'état de droit ? L'état de droit est un état de liberté au pluriel, de liberté publique au pluriel, de liberté individuelle au pluriel. Il y a un gros problème avec l'Arcom, un énorme problème. Et ce problème, il a trait justement à l'état de droit. Dans un état de droit, outre la défense des libertés, dont, au premier rang de laquelle la liberté d'expression, dans un état de droit, il y a la séparation du pouvoir, des pouvoirs, c'est-à-dire un pouvoir ne saurait être juge et partie. Or, il y a un problème juridique structurel majeur avec l'Arcom. Je vous donne un exemple. L'Arcom définit les temps de parole, mais c'est aussi l'Arcom qui les fait appliquer. L'Arcom donne la règle, émet la règle dans les médias, mais c'est aussi lui qui les fait respecter et qui inflige des amendes, donc c'est trop facile. Si l'Arcom a une chaîne en tête, il suffit artificiellement de lui donner le plus d'amendes possible pour venir à la fin se prévaloir des amendes pour supprimer la chaîne. C'est exactement ça qui s'est passé avec C8. D'accord ? Donc c'est un problème, je dirais, ça pose vraiment un problème sur l'état de droit. C'est comme si, pour que vos auditeurs comprennent bien, c'est comme si la police qui vous arrête dans la rue pour non-respect du code de la route, c'était aussi la police qui rédigeait le code de la route. Et c'est aussi la police qui a un tribunal de police où vous êtes jugé. Voilà ce que c'est l'Arcom. C'est-à-dire que l'Arcom, c'est un état policier dans les médias. C'est le gendarme, c'est le juge, c'est le tribunal et c'est le législateur. En tout cas, le jurislateur, celui qui émet la règle. Donc, on ne peut pas condenser tous les pouvoirs d'émission de la règle, de respect de la règle et de sanction au sein d'une même instance. Parce que là, ce n'est pas démocratique. Quand vous voyez le résultat, à savoir la suppression de la première chaîne TNT, le premier talk show du PAF, du paysage audiovisuel français, comment la France ose ensuite aller parler de démocratie illibérale, donner des leçons à la Hongrie, donner des leçons aux pays de l'Est, donner même des leçons à la Russie. On commence d'abord par appliquer l'état de droit chez nous. Parce que l'état de droit, l'Arcom ne devrait pas être là pour être le gendarme de la censure, ce qu'il est aujourd'hui. L'Arcom aujourd'hui, son métier, c'est de voir qui censurer. Mais dans un état de droit, les institutions qui émanent d'un état de droit, d'une démocratie digne de ce nom, devraient être là, au contraire, pour protéger la liberté d'expression. C'est-à-dire pour aller voir là où elle est menacée, pour la rétablir. Et non pas aller voir là où elle est pour la réduire ou la supprimer. Donc nous sommes dans une espèce de dérive autoritaire et tyrannique gaucho-progressiste qui vise à censurer et à supprimer tout ce qui n'est pas conforme à l'idéologie progressiste. L'Arcom n'est pas le gendarme de l'audiovisuel, l'Arcom est le gendarme de l'audiovisuel de gauche. C'est pas pareil. Merci beaucoup, Jean Messia. Alors,